Bonjour Patrice. Je suis content de discuter avec toi ce midi pour cette petite discussion autour justement d'un sujet qui est peu abordé et pourtant qui est essentiel, c'est la création d'un département marketing. Parce que souvent, comme toi, tu nous avais dit dans notre échange et puis dans ton article qui était vraiment très bien fait, que tu étais Merci. arrivé comme ça dans une petite entreprise où il n'y avait pas du tout de culture marketing C'est et tu étais ça. arrivé un petit peu comme un extraterrestre et tu avais dû déjà prouver l'intérêt du marketing, générer des leads, etc. Et puis finalement, l'équipe avait grandi et je trouve que c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce que c'est trop peu abordé. Alors, Patrice, d'abord, avant de commencer, dis-nous qui tu es. Ça marche. Alors déjà, merci Frédéric de m'accueillir sur ton podcast. Alors, qui je suis? J'ai 34 ans, je vis à Paris, j'ai 10 ans d'expérience en marketing B2B, la moitié en grand groupe chez Sony et Samsung et l'autre moitié chez Partout, qui maintenant est une grosse scale-up, mais à l'époque, j'étais arrivé en 2018 dans une boîte de 20 personnes pour créer le marketing en tant que CMO. Et maintenant, depuis quelques mois, j'ai une activité de Startup Advisor. D'accord. Alors donc, justement, juste avant, Startup Advisor, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors pour la faire simple, j'accompagne des startups en mode coaching, mentorat à raison de quelques heures par mois pour leur apporter toutes mes connaissances que j'ai spécialement sur le marketing, mais parfois même sur des sujets sales, customer success ou RH pour vraiment aider des startups à grandir et à avoir toutes les best practices. Justement, un sujet RH, comme on le disait précédemment, c'est comment monter une équipe. Alors, dis-nous, tu étais tout seul au départ et tu es monté à Ouais, combien et quels sont tu me parlais d'une dizaine de conseils qui sont vraiment essentiels à connaître. c'est ça, c'est ça. Alors je suis arrivé donc seul effectivement en juin 2018. Je suis resté vraiment seul pendant 6 mois. Ensuite, j'ai deux stagiaires qui sont arrivés et qui m'ont accompagné pour encore une bonne année. Mais en gros, ouais, pendant 1 an et demi, voilà, j'étais seul avec deux stagiaires. Et ensuite, l'équipe a grossi. L'équipe a grossi pour finir 4 ans plus tard à une dizaine de personnes, à la fois en France et sur l'international. Ah ben c'est quand même une belle équipe, 10 personnes, parce que à ce moment-là, tu n'es quasiment plus dans l'opérationnel, tu deviens un vrai manager parce que tu peux pas C'est ça. trop mettre les mains dans le cambouis, alors que c'est quelque chose qui, dans une start-up au départ, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pas des managers, ils veulent des gens qui fassent de la rédaction, qui fassent des opérations. Alors raconte-nous un petit peu justement cette transition et comment créer ce fameux service marketing. Ouais, alors sur la partie, donc quand on s'est fait la transition, alors c'est vrai qu'assez rapidement, quand on a vu que le marketing commençait à mettre des choses en place qui fonctionnaient pour la boîte, il y a eu la première interrogation de dire, OK, quel profil on doit recruter? La Partout à ce moment-là était quand même assez implantée sur l'international. Il y avait un fort besoin d'accompagner les sales sur des marchés, notamment en Europe du Sud. Et c'est pour ça que j'ai concentré au début, dans une première grosse phase, du recrutement de personnes marketing pour l'international. Alors, ces personnes étaient basées à Paris, mais j'ai pu recruter une personne espagnole pour le marché espagnol, une personne italienne, une personne brésilienne. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu une personne pour gérer les marchés anglo-saxons. Donc, très vite, ça a été un pôle très international avec ses bons et ses moins bons côtés. Les bons côtés, c'est que ça nous permettait d'avoir vraiment une stratégie marketing très locale pour chacun des marchés avec des natifs. Et ça, je ne peux que le conseiller. En revanche, cette constitution d'équipe a amené chaque personne, et dont moi d'ailleurs, à être très généraliste et donc à faire de tout pour son marché, à faire de la lead gen, à faire du branding, de l'awareness, du contenu, tout ça pour chacun de ces marchés. Et c'est un peu plus tard, vers la troisième année, qu'on a commencé à chercher des experts, d'ailleurs, et aussi du mid-management, parce que quand l'équipe commence à trop grossir, pour moi, à un moment, c'était difficile. Ah bah oui, tu peux Ouais. plus passer trop de temps, ou alors c'est des réunions de 30 minutes non-stop et tu te passes ta journée à faire du Ah bah c'est suivi. Voilà. ah bah c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Mon lundi. Mais après, ça, c'est aussi à moi, on va dire, de mieux m'organiser pour peut-être étaler ça sur la semaine. Mais à l'époque, j'aimais bien faire ça toute la journée du lundi, à enchaîner, je pense, 6, 7 personnes, 30 minutes chacun et chacune. Mais à la fin, ouais, tu termines cette journée, c'est pas une journée très intéressante pour toi, pas très productive, mais qui est essentielle pour l'équipe. Mais peut-être qu'après coup, j'aurais peut-être mieux fait de l'étaler aussi sur la semaine parce qu'une journée comme ça de réunion individuelle, c'est assez lourd.
Ah, le problème de ça, c'est vrai que si tu fais ça en étant dans la semaine, il y a des gens qui peuvent te dire ouais mais j'avais besoin d'un feedback en début de semaine et ils attendent et après ça fait le tandis que quand t'as cette grande messe, enfin quoi que si tu le fais tous les semaines le mercredi, ça peut passer d'une semaine à l'autre quoi. Ça peut passer voilà d'une semaine à l'autre, exactement. Après, la chance qu'on avait dans la culture de boîte chez Partout, c'était la culture qui était très forte du feedback, justement, qui amenait justement à éviter un peu ces frustrations, ces attentes d'avoir une information clé, que ce soit sur ses projets ou même sur sa personne, sur son développement. Il y avait une culture du feedback qui a été très portée par les RH à l'époque et par le CEO et le fondateur pour ne jamais attendre, entre guillemets, trop de temps avant de faire un feedback. Donc, idéalement, le feedback se faisait de manière instantanée, le plus vite possible. Soit c'était un feedback, on va dire, à forte valeur. Et dans ce cas, alors quand je dis à forte valeur, c'est qu'il nécessitait, par exemple, une discussion physique, parce que c'était on va dire, un feedback assez constructif à mettre en place pour des choses, on va dire, à réaiguiller. Et dans ce cas-là, bah, tu peux demander à la personne de se voir, qu'on se voit tous les deux pour en discuter. Soit c'est un feedback, on va dire, à plus faible valeur, et dans ce cas-là, un Slack parfois suffisait, que ce soit pour des félicitations ou des choses à corriger, mais voilà, un Slack pouvait suffire. Et si vraiment c'était un feedback un peu plus important, bah dans ce cas-là, ouais, une réunion physique peut être importante. Mais voilà, ça c'était essentiel parce que quand tu es dans une boîte qui grossit autant, c'est ça que j'ai pas précisé, mais en 4 ans, la boîte est passée de 20 à 400 personnes. Tu peux pas, on va dire, perdre en qualité, perdre en exigence. Et c'est ce qui peut se passer quand tu as des départements qui grossissent autant et te dire, ah bon, là, cette personne a oublié tel point du process. Bon, allez, c'est pas grave parce que ce qui a été fait est quand même globalement bien fait. Non, en fait, chaque chose oubliée, il faut le mentionner et chaque chose bien faite, il faut aussi le féliciter pour garder toutes les personnes ultra motivées. Ouais, ben justement, c'est un peu le problème du feedback, parce que là, ça fait une partie de tes 10 bonnes pratiques hein, que tu avais, la culture de feedback. C'est souvent compliqué à faire, parce que il y a deux choses, c'est que bon, tu as la technique du shit sandwich, où tu dis bien, bien, mal, bien. Tu as le fait de dire, bon voilà, ça ce qui est fait, ça c'est super bien fait, etc. etc. Faudrait faire tel truc. Comment faire cette culture de feedback? Et la deuxième chose, moi ce que j'ai constaté, c'est que souvent quand ça se passe mal au départ, il y a beaucoup de managers qui disent, non mais de toute façon c'est le début, ça va s'améliorer, etc. Et souvent, moi, ce que j'ai constaté, c'est que bah, ça s'améliore pas forcément et il naît une frustration. Et finalement, après, la personne, quoi qu'elle fasse, ça devient nul. Enfin, on passe dans une relation très compliquée. Quel est ton point de vue là-dessus? C'est ça. Alors ouais, bah, tu as absolument raison. Tu as absolument raison. J'ai eu un cas de figure comme celui que tu as expliqué où tu penses que ça va aller mieux, t'espères que ça va aller mieux. Je pense que c'est beaucoup d'autoconviction. D'autoconviction pour plein de raisons. La première, c'est qu'on a passé du temps à faire ce recrutement parce que bah, tu veux croire aussi dans cette personne et parce que tu penses que des gens ont peut-être besoin d'un peu plus de temps pour réussir. Mais finalement, tu as raison. Quand tu commences à faire des feedbacks et que tu sens que ça prend pas, que ça revient pas dans la bonne direction, effectivement, il faut pas attendre des mois et des mois. Et chez Partout, on a mis quelques années. Quand on a commencé vraiment à bien grossir, on a mis des process très clairs pour se dire qu'en gros, il fallait avoir l'onboarding le plus carré avec, quand je dis le plus carré, c'est le plus carré en termes de formation, d'accompagnement et avec aussi des objectifs très clairs en termes de quanti et quali pour être capable, on va dire, au bout d'une fin de période d'essai, par exemple 4 mois, de décider si on arrêtait ou si on validait cette période d'essai. Le fait de rajouter 2 mois de plus ou 3, enfin bon après ça dépend, parfois c'est 3 mois de plus. Finalement, il faut pas arriver à ce stade de discussion. Il faut vraiment être capable de se dire ok là on a eu 4 mois, c'était suffisant pour savoir si j'y vais ou si j'y vais pas. Et avec des indicateurs et des objectifs extrêmement clairs et concrets, ça nous permettait ensuite d'éviter soit des prolongations de période d'essai ou soit malheureusement des fins de collaboration parce qu'en fait, on a attendu 8 mois, 1 an et ça fonctionne pas. Et c'est pour ça que bah, ce feedback, justement, pour répondre à ta question d'avant sur comment on s'y prenait pour le feedback, bah déjà, en fait, avant d'arriver sur le feedback, il y a cette partie vraiment d'objectif qui est importante. Chez Partout, on fonctionnait en OKR. Donc, les OKR, c'est vraiment des objectifs trimestriels qu'on se fixait. Et l'idée, c'est d'être le plus concret possible. Le plus concret, c'est par exemple, si je donne des exemples sur le marketing, la France devait par exemple générer 50 rendez-vous business pour l'équipe commerciale. Il fallait faire X webinaires, X livres blancs, obtenir tant d'inscrits pour le webinar et tant de téléchargements pour le livre blanc. Enfin bref, voilà, tout ça a été scoré. Et
Avec ces points individuels, l'idée, c'était de revenir sur cette liste d'objectifs et dire, OK, là, tu t'en es où? Pourquoi ça avance pas? Ou là, ça avance bien, très bien, c'est chouette. Et au fur et à mesure que les actions avancent, tu peux venir challenger et voir où est-ce qu'il y a peut-être voilà, du retard ou des choses qui sont moins bien faites. Pour savoir si les choses sont moins bien faites, il faut processer. Alors désolé, peut-être que là je pars un peu dans tous les sens et que tu voulais un peu Non, cadrer. c'était ce qu'on s'était dit. On avait parlé OKR, feedback, documentation. Vas-y, je t'en prie. Après, je pourrais rentrer dans le détail de chacun, mais en gros, c'est important parce que ça répond à ta grande question pour instaurer une bonne culture du feedback, il te faut des objectifs clairs et il te faut aussi des process clairs parce que comment tu veux à la fois bien onboarder une personne ou bien l'évaluer, si derrière tu lui dis juste, tiens, il y a un salon qui arrive, bah, fais ce salon et débrouille-toi. Non, il y a un process clair, ce process, tu sais qu'il marche, tu sais qu'en termes de qualité, il y a les bonnes atteintes sur la qualité. Donc, s'il y a un loupé dans ce process, au moins tu peux interpeller la personne. Ou s'il a été extrêmement bien fait et bien suivi, tu peux féliciter la personne. Et c'est pour ça que le feedback là-dessus est toujours très objectif, si je peux dire ça comme ça, parce que très appuyé sur objectif et process. Ouais, c'est vrai que ça permet d'éviter le biais et d'avoir quelque chose qui est vraiment factuel. Et c'est ça souvent qui est un problème lorsqu'on fait un feedback, c'est que ouais, je suis pas. Moi, je l'ai vu souvent, c'est que par exemple quelqu'un qui écrit des articles de blog et j'ai eu le cas moi, t'écris un article de blog et en recrutement, tu fais écrire le truc, putain, waouh, c'est un super truc. Et puis après en entreprise, merde, putain, il y a des fautes ou il y a du copier-coller, etc. Et là tu dis, oh, et comment ça se fait que j'ai pu me tromper? Parce que tout simplement, s'il n'y avait pas le contexte, la personne a peut-être fait relire par ses amis et tout ça, quoi. C'est ça. Ça, c'est. Alors, je sais pas si c'est la transition que tu veux, mais ça, c'est effectivement l'une des difficultés dans le process de recrutement. Mais bon, peut-être que tu voudras en parler plus Oh, tard. vas-y, je t'en prie. Ouais. Dans le process de recrutement, ce que tu dis, c'est vrai. Pour moi, c'est un peu la difficulté des cas pratiques, parce que soit tu fais faire un cas pratique sur place, et bah, là, tu vois vraiment le vrai potentiel de la personne. Tu t'assures que ça n'a pas été fait, revu ou corrigé par des amis. En revanche, bah, tu bloques peut-être, enfin, selon le cas pratique, peut-être quelques heures à une personne, ou peut-être que si tu peux pas lui bloquer 3 heures, tu bloques qu'une heure, mais qu'est-ce qu'elle peut vraiment faire en une heure ou une demi-heure? Enfin voilà, j'ai pas forcément la bonne réponse sur ce point. En revanche, nous, ce qu'on a fait pour justement réussir à contrer ça, c'est que déjà, il y avait un premier process, un premier entretien RH pour valider vraiment sur le côté culture d'entreprise. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment qui tenait très à cœur du fondateur de s'assurer que les personnes recrutées, en termes de valeur, d'état d'esprit, étaient vraiment compatibles avec la boîte. D'ailleurs, ça leur est déjà arrivé de me refuser une personne que je trouvais exceptionnelle, mais qui pour eux ne convenait pas en termes d'état d'esprit ou était un peu trop loin pour conserver cet état d'esprit. Donc voilà, ça c'était la première chose. La deuxième, c'est que on envoyait un cas pratique. Le cas pratique avec ses risques, ses dérives de voilà qui a fait quoi. En revanche, pour contrer ça, derrière, je prenais 1 heure en visio une fois le cas pratique reçu pour challenger. Et là, généralement, quand tu challenges, tu peux être quand même assez sûr d'avoir une personne soit qui sait ce qu'elle a fait, ou soit qui a compris ce qui lui a été conseillé, et quelque part, c'est déjà une bonne chose, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc le fait de challenger sur les chiffres, la méthode, pourquoi, est-ce que elle peut me donner des exemples aussi dans sa précédente entreprise, tu peux voilà contrecarrer un peu ces risques-là. Et ensuite, derrière, selon l'importance du poste, il peut y avoir un dernier entretien avec le CEO, par exemple. Et, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on mettait vraiment en place pour s'assurer d'avoir le minimum de, on va dire, de fausses pistes ou de mauvais recrutements. Ouais. Mais après, c'est pas, Mais ça marche pas à 100%. Voilà, ça marche pas à 100%, mais en tout cas, voilà, ça marchait de mieux en mieux. De plus en plus, nous, on voyait aussi, à force de faire passer des entretiens, c'est aussi la beauté quand tu es dans une boîte en hyper-croissance, c'est que tu passes, moi, à la fin, je passais vraiment des semaines en entretien, c'est que tu commences à déceler aussi des réponses un peu abstraites ou un peu creuses. Donc, tu commences aussi à gagner en expérience, hein, ça, il n'y a pas de secret. Et après, il peut aussi y avoir la prise de référence. La prise de référence, c'est aussi un point qui peut aider pour savoir si on fait un bon recrutement ou pas.
Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous aviez une grille d'évaluation? Parce que je sais que ça se fait de plus en plus d'avoir une grille d'éval en disant voilà, telles sont les compétences, est-ce qu'on est à 100% des capacités? Comment vous faisiez, ou c'était que du feeling, tu recevais des candidatures, tu disais ouais, c'est bon, j'ai passé un bon entretien, j'ai pris des notes. C'était quoi ton process justement pour recruter les bonnes personnes? Alors, il y en avait dans les départements qui avaient vraiment des vrais scorecards avec vraiment des barèmes de points et à la fin, il y avait un Ouais, score. ça, quand tu es technicien, développeur, Voilà. c'est assez facile. Voilà. Moi, de mon côté, j'avais effectivement une grille de questions qu'on voyait avec l'équipe RH, une grille de questions de mon côté, où là, effectivement, je venais balayer à la fois de l'état d'esprit, du qualitatif, du quanti, des compétences. Je venais vraiment checker ces points-là pour être capable, effectivement, à la fin, d'être le plus objectif possible. Et après, tu as aussi, effectivement, des critères aussi de feeling qui sont quand même vachement importants, parce qu'on va bosser avec cette personne. C'est plus difficile on va dire, de refuser une personne pour l'expliquer qu'il n'y a pas eu de feeling. Donc ça, il fallait trouver d'autres éléments, mais en tout cas, travailler avec une personne avec qui tu sens feeling, c'est important. Mais en tout cas, voilà, j'avais une liste tout à fait de critères pour dire, OK, on a rempli tant de ces critères-là, donc c'est bon. En revanche, j'avais pas de notes ou de points. C'était Mhm. plutôt dire, bah voilà, il y a tous ces points-là ont été pris. Et après, ouais, après, tu sens la motivation. Euh, Moi, je sais que de mon côté, je crois beaucoup pour bien réussir une prise de poste sur l'envie de te rejoindre, sa motivation. Je suis prêt à passer outre un manque un peu de connaissances. Pour moi, les soft skills c'est vraiment le plus important. Après, s'il lui manque des éléments, on va dire, qui peuvent Technique. s'apprendre ou se former, je suis prêt à accepter ça si je sens que la personne est vraiment ultra motivée et qu'elle veut se défoncer pour la boîte. Ouais, c'est vrai que souvent c'est plus intéressant. Alors justement, là on a passé la phase de recrutement, on arrive dans la phase d'onboarding. Tu as dit que c'était assez intéressant. C'est vrai que chez nous on a en fait un livret de bienvenue avec le Ouais, fait que les gens participent aux réunions des différents services. Il y ouais, a un bilan d'étonnement 30 jours après qui permet en ouais. fait à la personne de faire un feedback sur ce qu'elle a vu en positif ou en négatif. Et quel était justement ce process d'onboarding que vous aviez mis en place? Alors, il y avait un onboarding général et un onboarding propre au département. L'onboarding général, c'était donc le même pour tout le monde. C'était déjà, on s'assurait de faire venir les personnes au même moment, idéalement le même jour, quand par exemple il y avait des recrues. Je sais que nous, les RH, parfois nous demandaient, Patrice, est-ce que tu peux faire venir cette personne 10 jours plus tard? Comme ça, elle arrive avec un groupe de 4, 5, Ah ouais, 6 c'est personnes. vrai que c'est mieux et ça crée des liens. Moi, je sais que je me Ça- souviens, là, je travaille avec ma collègue Chantal, ça fait 20 ans qu'on se connaît, on est arrivé le même jour. Alors, c'est vrai que pour elle, ça compte beaucoup, mais on est arrivé le même jour, on a fait le même process de recrutement et ça permet de créer des liens quand tu arrives dans la boîte. Bah, c'est ça, ça crée des liens, ils passent quasiment ouais, presque 2 semaines ensemble parce que pendant 2 semaines, viennent s'étaler des présentations faites par chaque responsable de département. Donc, tu as une presse faite par le fondateur sur la vision, sur la partie sales, marketing, etc. Donc, pendant 2 semaines, ils se voient, comme tu as dit, sur ces réunions-là. Donc, ça, c'est l'onboarding général. Ensuite, il y a l'onboarding du département. L'onboarding du département, c'est de savoir qu'est-ce que tu attends de cette personne-là sur, par exemple, les 3 mois à venir. Donc moi, je prépare des OKR pour cette personne avec par exemple, alors, les 2 premières semaines, je demandais quasiment rien parce que je sais que c'est assez lourd avec toutes les présentations de tous les départements, connaître les gens, que moi je puisse un peu lui présenter aussi les objectifs marketing, etc. Ça, c'était assez lourd. Ensuite, à partir des troisième, quatrième semaines, on commençait à avoir aussi un peu de formation marketing pour les outils, pour les process, etc. Donc ça, c'était vraiment le premier mois. Voilà, le premier mois, c'était beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est le plus funky, mais en tout cas, c'était beaucoup de présentation, de formation. Quelques petites tâches opérationnelles assez faciles pour quand même ne pas avoir l'impression de juste passer son temps à lire et à écouter. Donc, des petites tâches à faire ici et là. Et vraiment, c'est à partir du deuxième mois que là, je leur demandais de rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec une liste d'actions. La liste d'actions qui était, par exemple, d'être capable de me faire de me faire la présentation commerciale de la boîte où moi je puisse un peu les challenger. D'ailleurs, on avait un quiz derrière pour voir leur niveau de connaissance sur notre activité. Ça, c'est vachement important. Le fait de commencer à l'envoyer sur des projets, parce que moi, je crois beaucoup au fait d'envoyer un peu dans le grand bain. Dans le grand bain, c'est pas dire je te jette Les et tu te jeter. débrouilles. Voilà. C'est, par exemple, je dis n'importe quoi, il y a un call à faire avec un partenaire. Bah, je laisse cette personne faire le call. Moi, je viens aussi, mais je parle pas, sauf s'il y a besoin d'intervenir, mais je la laisse prendre en main pour pas
être moi qui prends la parole et elle qui écoute, parce qu'à un moment, il faut aussi rentrer dans le vif du sujet pour vraiment s'imprégner, comprendre et pouvoir appliquer. Donc, je leur donne leurs projets, je leur donne leurs actions, avec à chaque fois, voilà la liste d'actions en termes de priorité que j'attends sur les 2 mois à venir. Voilà les objectifs que j'en attends. Voilà les personnes que tu peux aller voir. Ah oui, et je leur demandais aussi d'aller rencontrer des personnes de différents départements, prendre un peu des petits cafés, etc. pour commencer Ah à ouais, c'est leur… vrai que l'informel, moi, C'est ça. c'est vraiment qui est important de proposer un déj de travail, surtout quand tu es nouveau dans la boîte, c'est discuter comme ça avec différentes personnes, créer du lien. Ensemble. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, j'oublie, il y avait aussi forcément le déjeuner d'équipe, etc. Donc, voilà. Ensuite, une fois qu'elle a sa liste de projets, donc certes, il y avait un point, on va dire officiel par semaine, un point qui pouvait durer une demi-heure ou parfois 1 heure au début. Mais ensuite, à la fin du premier mois, je demandais aussi un peu comme toi un rapport d'étonnement sur, voilà, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui ne convient pas. Moi, je crois beaucoup aussi au manager qui doit aussi s'adapter à une personne qui rejoint son équipe. Donc là, c'était très informel. Et au bout de 3 mois, c'était pour le coup là, un rapport un peu plus formel avec, OK, bah tiens, il y avait tous ces projets-là, parfois des projets aussi d'intégration, hein, c'était pas que du business, des projets d'intégration, etc. Où est-ce que tu te situes? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je vois comme force et comme point amélioré? Et comme ça, on était quand même assez sûr quand il restait le dernier mois, parce que nous, nos périodes d'essai, c'était 4 mois plus quelque chose. Au bout du 4e mois, si jamais tu valides ou si tu refuses, la volonté de partout, c'était il faut que ton collaborateur ou ta collaboratrice ne soit pas surprise par la décision que tu prends. C'est pour ça qu'avec ces points hebdo, plus un point à 1 mois, plus un point plus formel à 3 mois, bah normalement à 4 mois, quand tu dis on continue, on arrête, logiquement, Il n'y a pas la de personne n'est pas surprise. surprise parce que tu as tellement communiqué, tu as tellement dit ce qui allait moins bien, ce qui était critique, parce que l'idée, c'est pas juste de dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, c'est dire ok, ça va pas, mais c'est vraiment important que tu changes, donc tu améliores. Ça, ces petites choses améliorées, c'est pas très grave. Il faut aussi qu'elle ait ce degré d'importance par choses qui vont bien et qui vont moins bien. Et comme ça, au bout de 4 mois, il n'y a pas de surprise. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment important. Alors, tu en as parlé plusieurs fois, mais tout le monde, je pense, ne connaît pas les OKR. Donc, c'est des résultats. Enfin, en fait, c'est une méthode pour donner des objectifs un petit peu chiffrés. En fait, généralement, je pense que c'est au trimestre que tu donnais tes objectifs Ouais, avec un objectif à atteindre. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus parce que c'est vrai que c'est très courant dans les startups, mais moins courant dans les grandes entreprises. ouais, tout à fait. Alors c'est rigolo parce que donc moi avant, je bossais chez Samsung, on était vraiment sur des objectifs annuels qu'on venait de découper au semestre. Et quand je suis arrivé chez Partout, que j'ai vu des objectifs au trimestre, pour être franc, j'y croyais pas. Je crois que c'était trop court-termiste et qu'en fait, il n'y a pas de vision. Ce qui est complètement faux parce que l'idée est toujours d'avoir une vision, enfin, un plan annuel, voire une vision qui t'amène bien sûr bien plus loin, mais que tu viens de découper. Ça ne veut pas dire que quand tu as un projet, parce que tu peux avoir des projets qui sont longs, tu peux les découper sur plusieurs trimestres. Donc, les OKR, comment ça fonctionne? Les OKR, c'est vraiment, pour donner un exemple très concret, le fait de donner un objectif, comme par exemple euh, devenir leader en Amérique latine, par exemple, et ensuite de lister toutes les key actions, donc toutes les actions qui vont permettre d'atteindre cet objectif. Comme par exemple, je ne sais pas, action 1, nouer 5 partenariats avec les 5 plus gros partenaires en Amérique latine. 2, ça peut être développer tel feature ou tel produit qui sera pertinent pour ce marché. Donc, il y a une liste d'actions. Il faut être assez bref sur ce nombre d'actions. Il ne faut pas qu'il y ait non plus une liste comme ça pour décourager tout le monde. Donc, voilà. Donc, c'était un objectif des actions, un objectif des actions. L'idée, c'était aussi d'avoir des thématiques différentes, donc des thématiques RH, des thématiques business, des thématiques qui viennent voilà, un peu toucher tous les départements. Et ensuite, comment ça fonctionnait chez Partout? C'était d'abord le CEO et le fondateur qui définissaient les OKR de la boîte. C'est eux, par exemple, qui allaient dire, bah voilà, attaquer l'Amérique latine, patati patata. Toi, en tant que responsable de département, tu viens voir ces OKR pour voir où est-ce que le marketing peut venir se greffer ou apporter de la valeur. Tu construis ensuite tes OKR de ton côté. Donc moi, par exemple, quand il y avait attaquer l'Amérique latine, bah, je donnais des actions à l'équipe avec rédiger X contenu, faire tant de webinars, chercher des salons. Enfin voilà, je venais rentrer encore plus dans le détail pour atteindre l'objectif global de l'entreprise. Bien sûr, toujours en concertation avec les autres départements, ça c'est quand même ultra important. Et en fait, à la fin,
tu viens avec, nous on mettait ça sur Google Slide. Donc tu as un Google Slide avec les OKR de chaque département. Et ce qui était bien sûr le plus important, c'est que tout soit extrêmement précis et concret. Par exemple, je vais te dire, si tu mettais améliorer nos campagnes de marketing automation, ça c'était refusé comme OKR parce que c'est pas assez précis. Ça veut dire quoi améliorer? Est-ce que tu vas atteindre plus 30% d'ouverture, de conversion? Est-ce que tu as besoin de retravailler 10 workflows, 12 workflows? Donc, il faut toujours que ce soit très concret, très précis. Et voilà. Et donc, on avait, je crois, par département, il te fallait un maximum de 4 objectifs avec à chaque fois 3 à 4 actions clés pour atteindre ces objectifs-là. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment intéressant parce que moi j'aime bien le faire aussi par trimestre avec disant tiens une priorité ce trimestre-ci ce trimestre-ci par exemple sur les SEO, trimestre d'après sur par exemple Google Ads ou des choses comme ça parce que souvent si on travaille pas suffisamment longtemps et ben en fait on n'a pas suffisamment de résultats et l'objectif au mois est pas suffisant pour faire vraiment un gros impact et quelque part si tu t'as pas un focus trimestriel non plus t'arrives pas non plus à avancer et ça permet aussi de se dire bah tiens par exemple on va attaquer un secteur n'importe quoi industrie et là tu donnes j'ai un trimestre pour faire des actions et puis tu peux dire comme tu l'as dit je fais un webinaire, je fais un livre blanc, je fais du recrutement sur LinkedIn, je fais du Google, je participe à un salon etc et c'est vrai que l'objectif du trimestre il est pas mal avec cette vision annuelle qui vient compléter le tout. C'est ça, mais en fait c'est ce que tu as dit, tu vois moi qui ai pu comparer avec ma boîte d'avant, au trimestre ça vient encore plus structuré, tu viens encore mieux construire ton plan. Et surtout, cet objet, alors là, c'est un peu dur ce que je dis pour mon ancienne boîte, mais en fait, ça t'oblige à être actif trimestre par trimestre et pas parfois un peu t'endormir 3 mois et commencer au 4e mois pour faire tes autres actions du semestre parce que finalement, tu es évalué au semestre. Donc là, tu es obligé. Tu es obligé parce qu'en plus, 3 mois, ça va vite. Au bout d'un mois et demi, nous, on faisait une review de moitié de trimestre. Donc, tu as ça. Et ensuite, au tout début du avant d'arriver sur la fin du 3e mois, il faut déjà que tu commences à anticiper tes OKR du trimestre d'après. Donc, bien évidemment, plein d'OKR étaient glissants ou répétitifs, forcément, mais en fait, t'es un peu toujours sous tension. Alors, donc on a vu quelques points. Tu nous as dit les OKR, la culture du feedback, le recrutement et l'onboarding. Il y avait un dernier point qu'on voulait aborder ensemble ici, c'était la documentation et les process. C'est vrai que moi, j'aime bien faire ça aussi. Je suis un peu comme toi. Et c'est vrai que mes collègues parfois me disent ouais, mais le process pour le webinaire, c'est quoi le dispositif de promotion, le machin. Ça fait un peu trop carré. Mais quel était ton feedback là-dessus sur justement la documentation les process? Mais écoute, alors déjà pour être franc, c'est vraiment parce que c'est notre CEO qui a une culture très forte du process et de la documentation qu'on a tous été obligés de le faire parce que moi, j'aimais pas trop faire ça. Mais finalement, l'intérêt, il est immense. Que ton équipe soit petite ou grande, que ta boîte soit stable en hypercroissance, en fait, ça marche pour tout le monde parce que, en fait, ces process, ça te permet déjà de rendre le savoir, process et documentation, ça permet de rendre le savoir accessible au plus grand nombre. Et tu vois, nous, ça nous est arrivé parfois que des départements, par exemple comme RH ou finance, fassent des webinars. Ils n'en avaient jamais fait auparavant, mais finalement, j'ai pas eu moi besoin soit de le faire pour eux ou de les former. Ils ont pris mon document, qui a un immense tutoriel à coup de screenshots, de vidéos, d'exemples. Donc, tu rends les équipes autonomes. Ça, c'est super. Même si toi, demain, tu pars, par exemple, en vacances, chaque personne peut avoir accès à cette source-là. La deuxième raison, c'est que ça permet de maintenir aussi un degré d'exigence. Tu as réussi à très bien faire une action, très bien. Explique comment tu t'y es pris pour que le reste de l'équipe fasse de la même manière ou si demain tu quittes l'entreprise, les personnes puissent récupérer ce process-là. Et enfin, c'est aussi gagner du temps sur les onboarding et ça, c'est énorme. Alors moi, c'était moins mon cas, mais tu as des équipes qui recrutaient vraiment à tour de bras. Et quand tu dois réexpliquer à chaque fois les mêmes choses, là, au moins, tu peux dire, tiens, si demain, tu vas faire cette action, voilà la méthode, voilà comment tu vas t'y prendre. Et encore une fois, tu rends les personnes autonomes. Et si le process est bien suivi, et vu qu'on sait qu'il marche, il y a tout, finalement, il y a tout qui roule. Donc ça, c'était vraiment les grandes raisons de pourquoi on documentait et on processait. Et comment on s'y prenait? On avait à l'époque donc un wiki interne, donc on avait un petit site WordPress où on venait un peu tout documenter. Et en gros, on venait
ouvrir une page, enfin comme un article WordPress. Et là, l'objectif, c'était encore une fois d'être le plus précis possible et vraiment faire du A à Z. C'est vraiment se dire que si tu laisses ce document à une personne qui ne connaît pas le marketing, elle est censée réussir à paramétrer HubSpot, faire un salon ou que sais-je. Elle est censée pouvoir tout réussir, quel que soit son stade de connaissance sur le sujet. Ça, c'était des choses qu'on mettait dans nos OKR, par exemple, de processer, documenter. Et la dernière chose qui était essentielle à faire, c'est aussi de mettre à jour, parce que ta documentation, elle a toujours une date de péremption qui est plus ou moins courte, parce que ton outil que tu utilisais a changé d'interface, parce que finalement, quand tu es une boîte de 100 personnes quand tu es 200, ça fonctionne plus de la même manière, ou parce que tu as appris des nouvelles choses qui viennent encore améliorer ton process, donc il faut le mettre à jour. Et ça, c'était ensuite des responsabilités que je donnais à l'équipe pour qu'ils puissent aussi mettre à jour ces process-là. Et enfin, le dernier point, parce que faire des process et documenter, c'est sympa, mais il faut s'assurer que ce soit utilisé. Et là, c'est mon rôle en tant que manager de répéter à l'équipe, tiens, tu as un cas client qui arrive, va bien revoir le process pour avoir en tête tous les points à avoir en tête pour tirer le maximum de cette action. Ouais, c'est très vrai. Alors, surtout en marketing, quand on fait plein d'actions différentes, au bout d'un moment, ça fait un moment, tiens, un cas client, on l'a pas fait depuis un petit moment. Quand tu n'as pas des équipes qui sont spécialisées, et ben forcément, c'est super utile. Alors, je finirai par 2 questions. La première, en fait, si tu avais un dernier conseil à donner à quelqu'un qui veut donc recruter et monter une équipe qui va d'être nommé CMO comme toi, quel serait le conseil essentiel? Et puis après, je terminerai par la liste des 10 outils que tu conseillerais, parce que dans ton excellent article que tu as écrit avec les conseils de tout ce que tu as fait sur quand tu es arrivé chez Partout, la stratégie de Partout mise à nu, tu cites énormément d'outils et j'aimerais savoir quel est ton top 10 que ça date de 2019, peut-être que les outils ont évolué entre temps, donc voilà, qu'est-ce que tu recommandes? Donc première chose, le conseil en or que tu recommanderais à quelqu'un qui vient de nommer CMO et qui va créer une équipe, et la deuxième chose, c'est tes 10 outils préférés. Ça marche. Alors, le conseil en or, alors c'est un grand conseil que je vais donner, c'est que tu vois, moi, c'est une erreur que j'ai faite dans mon recrutement, c'est que je l'ai beaucoup axé sur des stagiaires, alors qui ont été embauchés derrière, mais donc des profils juniors, ces profils qui prennent du temps et des profils surtout très généralistes. Donc moi, ce que je dirais, c'est déjà bien comprendre les attentes de ton département et de la boîte, quelle est la ressource que tu dois avoir pour répondre à des objectifs de ta boîte et de ton département, et de deux, de trouver comme le bon mix entre, alors certes des stagiaires parce que forcément c'est plus facile de les recruter, il y a aussi de la demande, ça coûte moins cher, donc certes, mais trouver aussi des CDI et notamment des experts, parce que nous c'est un peu trop tardivement, enfin c'était ma faute, mais qu'on s'est penché sur des experts, et en fait les experts ils viennent vraiment te construire tes fondations. Et tant que tu as des généralistes, tu fais un peu de tout et n'importe quoi, tu le fais bien, mais tu fais pas non plus extrêmement bien. Donc voilà, avoir un bon mix entre des profils juniors confirmés et surtout des experts. Ça, c'est le grand conseil côté recrutement. Ensuite, la liste des outils. Après, comme tu as dit, c'est vrai que les outils changent, mais alors à une vitesse folle. Tu vois, moi, j'ai quitté Partout fin avril et il y a déjà des nouveaux outils que je vois que tout le monde utilise. Donc, je vais peut-être faire un mix entre des choses que moi j'ai utilisées et des choses que je vois que les boîtes que j'accompagne aujourd'hui utilisent et qu'elles ont l'air vraiment de beaucoup, beaucoup apprécier. Déjà, une info que je vais donner avant de lister des outils, c'est que les outils, ça ne fait pas le succès. Et alors ça te fait peut-être rire, mais dans toutes les startups que j'accompagne, elles misent très, très vite sur les outils, sur les meilleurs outils, sur l'automation, etc. Mais elles oublient finalement un peu de réfléchir à comment s'y prendre, quelle méthode, et avec cette impression que l'outil va venir tout régler. Donc déjà, d'abord, tester par des outils gratuits ou pas chers avant de rentrer dans des choses lourdes. Par exemple, un outil pour du marketing automation, HubSpot, c'est top, c'est génial, mais ça peut être cher, ça peut être un peu complexe au début. Donc, il y a plein de plugins qui existent. Moi, j'en ai utilisé un qui s'appelait Yet Another Mail Merge, qui coûte $50 l'année et qui te permet d'envoyer 1500 emails par jour, de traquer ouverture, clic, réponse, de pouvoir les programmer. Donc, réfléchir à du gratuit ou du freemium dans un premier temps. Donc ça, côté marketing automation, commencer par un plugin comme celui que j'ai cité, et ensuite HubSpot, ça c'est chouette. Pour tout ce qui est un peu prospection automatisée aussi,
avec des lemlists. Enfin, on peut même l'utiliser en marketing, d'ailleurs, mais des lemlists, ça, je vois que des tonnes de boîtes l'utilisent. Alors moi, j'ai jamais utilisé, mais en tout cas, je vois que des tonnes de boîtes l'utilisent et en sont vraiment ravis. Ensuite, sur la partie CMS pour le site web, j'avais WordPress. Mais tu vois, là, toutes les boîtes que j'accompagne, elles sont toutes sur Webflow. Et elles me Ouais. disent toutes Ouais, Webflow. C'est, voilà, plus facile, plus performant, plus efficace que WordPress. Donc, j'ai pas utilisé, mais j'écoute ouais, je ce que sais, me disent mes pairs. mais c'est un grand débat. Moi, je suis un gros fan de WordPress. Ça fait 10 ans que j'utilise, mais je sais qu'il y a plein de nouvelles boîtes qui disent ouais, je préfère Webflow parce que c'est plus simple à mettre en œuvre, C'est etc., ça. etc. C'est Après, je ça. pense que c'est comme pour tout, c'est une question d'habitude. Quand tu c'est comme, tu vois, moi je fais prof, je fais de temps en temps des cours là avec des élèves, et c'est vrai que je les vois tous utiliser Canva. Il y a plus de PowerPoint, il y a plus de Google Slide, il y a plus de Photoshop, et ils me rendent tous des trucs avec Canva. Et je dis merde, putain. Et c'est vrai que je commence à m'y mettre aussi parce que je me dis bon, allez, c'est vrai qu'il y a des trucs un peu plus simples, quoi. Ah bah parfait, bah tu vois, bah lui, bah voilà, lui on l'utilisait beaucoup chez Partout et vraiment c'est génial, c'est vraiment génial en termes de design. Quand tu sais pas trop t'y prendre, c'est top. Ouais, surtout si tu avais des Euh, stagiaires, pour eux, pas bah c'est besoin d'être ça, graphiste, ils peuvent faire un truc joli sans être exceptionnel, mais un truc joli, quoi. bah c'est ça, voilà exactement. Donc ça c'est super. Ensuite quoi d'autre? Côté webinar, j'utilisais Livestorm et ça je continue à le conseiller. Je suis très fan, je trouve très simple d'utilisation, Ouais, très 100 balles par fiable. mois quand même. C'est le seul truc, toi, avec Livestorm qui m'a un petit peu gêné au départ, c'est le tarif 100 euros par mois. Ça fait mais c'est vrai moi, j'ai fait une étude il y a pas longtemps sur toutes les solutions de webinar, parce que j'aime Ouais. bien faire des petits comparatifs. Et c'est vrai que quand tu as une bonne solution, tu n'arrives pas à mettre, allez, c'est minimum entre 50 et 100 dollars. Tu peux pas faire moins. C'est vraiment le minimum. Et c'est vrai que Livestorm reste finalement un bon choix. En plus, c'est français. Ouais, en plus c'est français. Nous, tu vois, au début, les webinaires, on en faisait assez peu, donc je prenais l'abonnement un mois qui était 90 euros, que j'ai arrêté pendant 3 mois, puis je le reprenais. Donc finalement, pour ce que ça nous rapportait, c'était pas très cher. Euh, en termes de, en termes de suite projet d'équipe, on utilisait Monday Ouais, chez Monday.com. Partout. Mais là, tu vois, je vois beaucoup d'équipes aujourd'hui qui ont Asana. Notion. Bon, Notion. Ah oui, ils ouais, sont voilà. pas dans la gestion de projet, ils sont vraiment dans le web, Mais dans Notion. mais Notion voilà, parce que moi j'utilisais Monday vraiment en suivi d'équipe. Et tu vois aujourd'hui Notion il est utilisé pour un paquet de choses aussi pour la documentation, pour les Ouais. projets, pour les process, enfin voilà pour un paquet de choses et je sais que ça fait un carton. Quoi d'autre côté traduction j'ai utilisé un paquet de choses, mais finalement en fait enfin ce qui est drôle c'est qu'à la fin on a fini par utiliser DeepL parce qu'on a utilisé des plateformes payantes, mais en fait, DeepL traduit vraiment pas mal du tout. Alors, ça nécessite une petite relecture et des petites corrections, mais finalement, enfin, il nécessite pas forcément beaucoup plus de relecture et de correction qu'une plateforme payante. Donc ça, c'est quelque Bah chose ouais, qui est ouais, bon à moi savoir. j'ai vu dans ton article, tu avais fait appel à Textmaster, Textbroker, et Ouais, moi aussi je l'ai fait. Et le truc, c'est que si tu fais appel à ces plateformes-là, tu as une chance sur 5 de tomber sur un mec qui a fait une traduction à la noix, et c'est ensuite il ça. faut un local qui te revoit toujours Bah, les textes parce que c'est ça. c'est jamais du vrai langage. Mais en fait, c'est exactement ça. Donc, quitte à faire relire et corriger par quelqu'un en local, bah, autant que cette personne utilise DeepL. Au moins, c'est gratos. C'est immédiat. Donc, ouais, ça, effectivement, on n'a pas réussi à craquer. Enfin, au mieux en recrutant des personnes locales, on n'a pas réussi à craquer. Ensuite, ah oui, alors tout ce qui est scrapping. Alors moi, scrapping, mes outils, je pense que soit ils existent plus, soit maintenant ils ont été complètement dépassés. Mais tu vois, moi, je vois beaucoup de boîtes qui utilisent voilà, des Phantom Busters, par exemple, pour tout Ouais, ce qui est scrapping. Euh, pour tout ce qui est vérification, j'utilisais Hunter. Il y en a qui ont ouais. Hunter, il y en a qui ont Drop Contact. Ouais, Donc ça, t'as c'est Snov. Drop Contact est pas ouais, mal, c'est vrai que Hunter aussi, bel outil. c'est ça. Et côté marketing, est-ce qu'on avait d'autres outils? Je ne Alors crois déjà, avec pas. HubSpot, je pense que tu avais une belle machine parce que c'est vrai qu'HubSpot fait du marketing automation, il fait du CRM, il Ouais, fait c'est de la un paquet de génération de choses. leads. En fait, c'est un outil Ouais. qui est super complet. Ouais, tu crées tes landing pages, effectivement, tu fais un paquet de choses. Donc voilà. Donc je pense avoir donné pas mal d'outils là. Bah, merci pour toutes ces infos. Alors, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que tu pourrais nous dire bah, où on va et comment on fait pour te contacter et qu'est-ce que comme service tu proposes en tant que startup advisor? Dis-nous un petit peu plus ce que tu peux faire. Voilà. Ça marche. Alors pour me contacter, le plus simple, c'est d'aller sur mon profil LinkedIn, hein, Patrice Barbesier. C'est le plus simple. Ensuite, moi, qu'est-ce que je fais et quand j'accompagne, effectivement, pour entrer plus dans le concret.
En fait, il y a deux choses. Il y a une partie Startup Advisor et une partie Part-Time CMO. Part-Time CMO, c'est peut-être le plus simple à comprendre. C'est le fait de rejoindre une startup ou une scale-up 1-2 jours par semaine pour soit mettre en place le marketing chez eux, soit pour remplacer par exemple un congé maternité ou par exemple remplacer un trou dans la raquette parce que le ou la CMO est parti et que plutôt que de passer 6 mois à faire un recrutement, ils peuvent prendre quelqu'un pour un peu garder le navire à flot. Et la partie Startup Advisor, ça, c'est vraiment, c'est plus du coaching. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie d'exécution de ma part. Donc, le rythme que j'ai, c'est que je vois des boîtes, donc le ou la CMO et le CEO souvent, à raison de 2 heures toutes les 2 semaines. On attaque des sujets et moi, je leur donne voilà, tous les conseils, toutes les best practices, tous les process pour qu'ils puissent voilà, en tirer le maximum. Et on se voit comme ça, 2 heures toutes les 2 semaines. C'est eux qui exécutent. Ils peuvent bien sûr me contacter entre ces rendez-vous en me mettant sur leur channel Slack ou par mail ou WhatsApp ou ce qu'ils veulent pour que je relise, pour que je conseille, pour que je critique. Mais voilà, mais c'est vraiment eux qui vont mettre en place. Et moi, d'ailleurs, j'accompagne pendant plusieurs mois. Là, j'ai des boîtes que j'accompagne depuis 5 mois maintenant. Et comme je te disais, au début, ça parle beaucoup de marketing. Et parfois, il y a aussi des sujets sales, RH, customer success. Et ça, pour des boîtes, que ce soit des startups early stage qui ont lancé leurs produits il y a 5 mois, comme des scale-up. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est important d'avoir ce point de vue externe parce que si en plus toi, comme tu as l'expérience d'une entreprise qui a explosé, bah, tu vois un petit peu ce qu'il faut faire et anticiper les problèmes parce que. Bah c'est ça, ouais. En fait, pardon, je te coupe parce que, en fait, ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est que j'ai cette chance énorme d'avoir fait le crash test. Enfin, on a tous fait le crash test de dire merde, ok, là, ça marche plus et pourquoi on a fait ça? C'était pas une bonne idée. Pour dire maintenant à des boîtes, attention quand vous serez 10, attention quand vous serez 100, attention quand vous serez 400, attention quand vous allez attaquer ces marchés à l'international. Donc, je peux me permettre de leur dire tout ce que j'ai pu observer sur ce qui marche ou ce qui marche moins bien, en prenant aussi beaucoup de pincettes parce que c'est pas parce que quelque chose n'a pas marché chez nous que ça marchera chez personne. Je me permets juste de leur apporter voilà le retour d'expérience. Et d'ailleurs, ensuite, c'est à eux de choisir. Et je peux aussi les mettre en relation avec des gens pour récupérer aussi d'autres expertises que je n'ai pas. Ok, ben merci Patrice pour cette interview à forte valeur ajoutée. Donc, n'hésitez pas à contacter Patrice si vous avez besoin de quelques conseils et un peu de coaching. Et je vous dis à bientôt.